Bonjour et bienvenue sur Automobile Propre. Nous sommes proches de Zurich en Suisse avec le Mercedes EQC, le 4x4 100% électrique de Mercedes. L'objectif aujourd'hui c'est d'aller à Milan via évidemment les routes de montagne. Il faut traverser les Alpes. Alors aujourd'hui on utilise un EQC version 1886. C'est une édition limitée qui coûte quand même 90 000 € hors bonus écologique. On n'est pas beaucoup en dessous avec la version de base AMG Line. On est autour de 86 000 €. Donc ce véhicule embarque 2 moteurs électriques pour une puissance cumulée de 408 chevaux. Ça fait donc 300 kW et le couple cumulé est de 760 Nm. 760 Nm, donc c'est beaucoup. Le véhicule est puissant. On peut compter sur une autonomie d'environ 374 à 414 km en cycle WLTP, et ce grâce à une batterie de 80 kWh. 80 kWh, c'est la capacité utile de la batterie qui est placée donc sous le plancher. Une batterie fabriquée par Accumotive, qui est une filiale à 100% du groupe Daimler. Une batterie qui pèse par ailleurs 650 kg, donc c'est assez lourd. Mercedes nous expliquait que la moitié du poids de la batterie est due à la coque de protection qui est autour, une coque de protection anti-choc qui pèse donc plus de 300 kg. La voiture est vraiment imposante, mais malgré tout elle a un CX de 0,27, donc c'est pas mal pour un gros SUV comme ça. On va jeter un coup d'œil au coffre qui a une capacité de 500 litres, donc c'est une capacité vraiment généreuse. Voilà, très grand coffre avec un sous-coffre qui est tout aussi vaste, et on peut ranger pas mal de câbles de recharge dessous, et c'est pratique puisque on peut le fermer avec une simple pression. Le Mercedes EQC est assez grand, assez volumineux. Il fait 4,76 m de long, 1,88 m de large et 1,62 m de haut, pour un poids total de 2,4 tonnes. Voilà, 2400 kg pour ce tank électrique. On va rentrer dans le Mercedes EQC. D'ailleurs, la garde au sol est assez grande et on a un marchepied ici pour faciliter l'accès. Un marchepied qui est assez large. Je fais du 48 et ma chaussure rentre pratiquement entièrement sur ce marchepied. Nous voilà à bord. Donc l'environnement Mercedes en fait n'a pas vraiment changé. On se sent toujours à bord d'une Mercedes. Évidemment, il n'y a pas eu de grande révolution en passant donc à l'électrique. On a des instruments ici. On a une sorte de grande planche qui est composée en fait de 2 écrans, le tableau de bord ici et l'écran de divertissement ici. Et on a trouvé l'ensemble assez brouillon globalement. On sent que Mercedes n'est pas un grand expert de l'électrique. On a pas mal de cadrans d'indications, de flèches, voilà, d'indications qui sont assez brouillons, et on comprend pas trop c'est pas très fluide quoi. C'est pas très fluide, et on aurait aimé une disposition des informations beaucoup plus claire, beaucoup plus fluide. Alors pareil sur Que puis-je faire pour vous? voilà, bon, Mercedes a aussi inventé un assistant vocal Mercedes Me. Donc il suffit de dire Mercedes et puis l'assistance s'active. Donc là, comme on a prononcé le nom de la marque, il s'est activé automatiquement. Le problème, c'est que il est censé comprendre Android Auto, et malheureusement je n'ai pas pu lancer Android Auto dessus. Je ne sais pas pourquoi. Du coup j'ai dû mettre mon téléphone ici pour avoir un GPS fiable, parce que le GPS intégré, comme sur beaucoup de constructeurs, il est vraiment pas terrible. Il est voilà, digne d'un GPS de constructeur comme on en a toujours vu, hein, c'est pas surprenant. Le problème, c'est que pour connecter son téléphone aussi
On n'a pas de prise USB, on a juste de l'USB-C. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement étonnant puisque il n'y a pratiquement aucun téléphone qui n'est vendu avec un câble de ce format côté prise. On en retrouve aussi de ce côté-là. Et du coup Mercedes a dû mettre un adaptateur. C'est totalement étrange. Donc on a 1, 2, 3 prises, mais qui sont inutilisables sans adaptateur. Et on a posé la question hier soir aux équipes de Mercedes. Et ils n'ont pas su nous expliquer pourquoi le constructeur avait fait ce choix de prise pour recharger les téléphones et les appareils nomades. Au niveau de la portière ici, on a des réglages électriques de la position du siège et on peut très finement ajuster la position du siège, donc c'est très agréable. On a des programmes présélectionnés ici, l'activation des sièges chauffants ici, et là une petite commande au niveau du volant pour régler la profondeur du volant et la hauteur également. Et là pareil, on peut bien avancer le volant pour avoir une conduite très fluide et avoir de grands mouvements disponibles pour tourner le volant. Ici on a un toit vitré qui n'est pas ouvrant, un petit toit vitré qui est toujours agréable, mais bon, qui est assez manuel. Voilà, il n'y a rien qui est électrique et surtout il n'est pas ouvrant, donc c'est assez dommage sur une voiture à entre 80 et 90 000 euros, donc c'est pas indispensable, mais ça aurait fait plaisir d'avoir déjà un toit vitré plus grand et qui peut se gérer de façon électrique et surtout s'ouvrir. À l'arrière du Mercedes EQC, eh bien, malgré les grandes dimensions de ce 4x4, eh bien, l'espace n'est pas gigantesque, hein. Voilà, les sièges avant sont quand même pas mal reculés, mais on n'a pas énormément de place. Voilà ma main, donc il y a 2 mains qui rentrent et je pense qu'il y aurait eu moyen de faire mieux. Alors c'est vrai que les sièges sont très très rembourrés et je pense très confortables, mais voilà, c'est pas immense et surtout on a toujours bien ce tunnel qu'on voit sur certains véhicules et qui est totalement inutile, on va dire, sur les véhicules électriques. Alors s'il est là, c'est que forcément il a une fonction, mais on sait que c'est très facile de supprimer le tunnel central sur les véhicules électriques, et là apparemment ça n'a pas été fait, et c'est dommage parce que la place centrale, eh bien, elle perd énormément en confort. Voilà, on a 100% de batterie disponible pour le trajet, 378 km d'autonomie estimée par l'ordinateur de bord. On a mis la climatisation à 22 degrés parce qu'il commence à faire un peu chaud. Et on voit que la clim consomme pas mal d'énergie puisque sur le tableau de bord il est affiché une consommation de 2,2 kW. C'est beaucoup. Mercedes nous a expliqué qu'il y avait une pompe à chaleur et en plus des systèmes classiques de chauffage et de climatisation. Apparemment c'est plutôt les systèmes classiques qui sont utilisés parce que 2,2 kW pour faire fonctionner une clim à 22 degrés, ça me semble vraiment énorme. Voilà, on va voir l'impact que ça aura, en tout cas notre arrivée à Milan, sur l'autonomie. Nous sommes sur l'autoroute, toujours en Suisse, autoroute limitée à 120 km/h dans ce pays, et on va utiliser le système de pilotage semi-automatique qui allie en fait un régulateur de vitesse adaptatif avec un outil de maintien dans la voie. Alors il s'active très facilement, il faut atteindre la vitesse sélectionnée. Alors là on est sur une zone de chantier, donc on se met à 80 km/h, on appuie sur un bouton 7 et voilà, là j'ajuste la vitesse et voilà, la voiture va garder le cap automatiquement. Et il y a quelque chose qui est super sur ce système de pilotage semi-automatique, c'est que la voiture, le Mercedes EQC, lit les panneaux de signalisation. Il lit surtout les limites de vitesse et la vitesse s'adapte automatiquement en fonction des panneaux affichés. Alors la plupart du temps ça fonctionne bien, par contre il y a toujours quelques petits dysfonctionnements, notamment dans les zones de travaux, quand à la fin de la zone, eh bien, la vitesse peut reprendre. S'il n'y a pas de panneau ou s'il y a un panneau de fin d'interdiction, eh bien, la voiture parfois n'arrive pas
à les interpréter, n'arrive pas à les lire. Et voilà, par exemple là on passe à 100 km/h, la voiture vient de détecter le panneau 100 km/h et donc voilà, elle accélère automatiquement. J'ai un petit message quand même qui me demande de reprendre le volant en main. Voilà, et c'est quelque chose qui est quand même sympa. Par contre, il y a aussi un souci lorsqu'on s'approche d'une sortie d'autoroute. Eh bien, les sorties d'autoroute sont souvent limitées à 50-60 km/h. Eh bien, alors qu'on continue tout droit, la voiture pense que l'autoroute est désormais limitée à 60 km/h et freine, et c'est assez désagréable. À part ces petits dysfonctionnements qui arrivent de temps en temps, eh bien le système fonctionne plutôt bien. Là voilà, on vient de repasser à 80 km/h. Eh bien la voiture freine et se règle automatiquement. Toujours sur l'autoroute, cette fois-ci il y a une vitesse de 120 km/h sur du plat, et on voit que la consommation elle est quand même élevée, puisqu'on est autour de 25-30 kWh au 100 à cette vitesse, donc 120 km/h sur l'autoroute. À savoir que les données de consommation moyenne en cycle mixte WLTP du Mercedes EQC. Oui, s'il vous plaît. Voilà, je viens de dire Mercedes et le système d'assistant vocal vient de s'activer automatiquement. Donc la consommation moyenne en cycle WLTP, elle est située entre 22,3 et 25 kWh au 100 en cycle mixte. Donc c'est beaucoup. C'est pas étonnant parce que le véhicule est lourd, plus de 2 tonnes 4. Il est imposant malgré son CX relativement faible pour un SUV. Eh bien, il consomme beaucoup à cause de ces deux moteurs électriques qui sont asynchrones. Donc on sait que les moteurs électriques asynchrones ne sont pas les moteurs les plus économes. À titre d'exemple, sur la Tesla Model S, sur le Hyundai Kona, on a des moteurs synchrones qui sont à la fois puissants et économes. Nous commençons l'ascension en direction du col où on va marquer l'arrêt d'ailleurs pour manger avant de redescendre en direction de Milan. Et jusque là on a parcouru 80 km sur une moitié d'autoroute et sur une autre moitié de route à double sens limitée à 80 voire parfois 100 km/h. Et la consommation moyenne s'est élevée à 19,7 kWh au 100, ce qui est assez élevé pour un parcours relativement plat à des vitesses qui ne sont pas extrêmement élevées. Donc voilà, 19,7 kWh au 100 pour une vitesse moyenne de 80 km/h. Et on va voir en haut du col la consommation moyenne qu'on aura atteint. Forcément elle devrait être plus élevée. Et là déjà sur les premiers virages, bon je vais pas vite, je suis entre 50 et 60 km/h. Et dans les premiers virages on sent que la voiture, le Mercedes EQC colle bien à la route, forcément avec plus de 2 tonnes 4 et une batterie de 650 kg qui est proche du sol, qui est donc implantée dans le plancher. Eh bien ça permet d'avoir un point de gravité très bas qui maintient la voiture. On a une légère sensation de transfert de charge, forcément due à la force centrifuge, mais rien de bien méchant. Et en tout cas on va tester sur des virages en épingle un peu plus haut. Pour l'instant les virages sont plutôt gentils, mais la première impression est très satisfaisante sur cette route de montagne. Le col du Grimsel, nous y sommes. 2165 mètres d'altitude, il ne fait plus que 14 degrés. On va se garer pour voir les statistiques de cette première partie de trajet entre Zurich et Milan. Et on voit donc qu'on a parcouru 135 km en un peu plus de 2 heures et la consommation moyenne s'est élevée à 28,3 kWh au 100 pour une vitesse moyenne de 62 km/h. 28,3 kWh au 100, c'est une consommation moyenne qui est élevée, mais c'est tout à fait logique au vu du dénivelé de la route qu'on a emprunté. Il faut savoir qu'il y avait aussi pas mal de descentes dans la montée. C'est contradictoire, mais c'était le cas. Il y avait beaucoup de routes descendantes puis montantes, donc dans les routes en descente on a récupéré
de l'énergie et cette vitesse, cette consommation moyenne aurait pu être beaucoup plus élevée sans ces routes. Voilà, il reste 49% de batterie, on est parti avec 100% de batterie et donc il nous reste la moitié de la capacité de batterie, environ 40 kWh pour rejoindre Milan, 135 km d'autonomie restante. On va se recharger à la fin de la descente pour tester tout de même les capacités de recharge du véhicule. Nous voilà repartis en direction de Milan pour cette deuxième partie du trajet Zurich-Milan. Et désormais on a pratiquement plus que des descentes. Encore un ou deux cols à passer cependant. Mais voilà, nous sommes engagés dans une importante descente au niveau du glacier qui alimente le Rhône. Et on va tester donc les palettes qui permettent de gérer la récupération d'énergie, le freinage récupératif. On a une palette moins de ce côté-là et une palette plus de ce côté-là. Et 4 modes D, D-, et D+. D+, c'est le mode qui permet d'avoir le plus de roues libres. D, c'est un mode intermédiaire. D-, c'est un freinage régénératif fort. Et D-, c'est un freinage régénératif très fort. Il y a aussi un mode D auto qui permet de gérer automatiquement le freinage régénératif. Là je suis en mode D, je n'ai pas le pied sur la pédale d'accélérateur ni sur la pédale de frein. Et voilà, la voiture recharge à 20% de puissance. Alors on n'a pas le nombre de kilowatts exact affiché sur le tableau de bord. Il y a juste écrit la puissance de régénération qui est exprimée en pourcent. Donc là on est pratiquement à 20%. Et si je passe à D-, et puis à D-, et ben cette puissance augmente. Nous sommes en bas du deuxième col que nous avons franchi. Donc nous avons monté à deux reprises, puis nous sommes descendus à 2 reprises, logiquement. En haut du premier col, on avait 48% de batterie. À la fin de la descente du premier col, on avait 50% de batterie. On est remonté au deuxième col et au sommet du deuxième col, nous avions 42% de batterie, pardon. Et puis là, nous avons terminé la descente du deuxième col et nous avons 46% de batterie. Donc au final, on a seulement 2% de batterie de différence entre le sommet du premier col et le bas du deuxième col. Et donc ça montre toute l'importance et toute l'utilité du freinage régénératif. Et c'est franchement jouissif de savoir qu'on se déplace tout en récupérant, en fabriquant de l'électricité, alors que les véhicules autour de nous, eh bien, ils gaspillaient de l'énergie, le moteur continue à tourner, ils accélèrent après les virages, alors qu'on n'a pas besoin d'accélérer dans les virages avec la pédale d'accélérateur en utilisant de l'énergie sur un véhicule électrique. Il suffit juste de baisser l'intensité du freinage régénératif, et puis la voiture repart toute seule, sans consommer d'énergie. Donc ça c'est vraiment un énorme avantage du véhicule électrique. Nous arrivons sur l'aire de Bellinzona, proche de l'Italie. Ça fait un peu plus de 60 km qu'on roule sur l'autoroute à 120 km/h. Il nous reste 179 km d'autonomie et pratiquement un quart de batterie, un peu plus qu'un quart de batterie. Et on va se charger sur une borne Ionity pour rejoindre l'aéroport de Milan. On va devoir se mettre en marche arrière puisque la trappe de recharge se trouve à l'arrière. Le sélecteur de vitesse est ici. Hop. Voilà. Donc petit bilan de cette fin de traversée de montagne. On était uniquement sur des descentes jusque là et la consommation moyenne est extrêmement basse puisqu'elle est de 19,2 kWh au 100 pour 255 km parcourus à une vitesse moyenne de 56 km/h. C'est très faible. D'habitude avec le Mercedes EQC on est plutôt autour de 23-24 kWh. On éteint la voiture. Alors il faut d'abord ouvrir la trappe qui abrite le connecteur combo. Voilà.
Branchement super facile comme d'habitude avec ce type de connecteur à la norme européenne. Et on utilise comme d'habitude le badge ChargeMap qui est un des opérateurs de mobilité qui permet d'accéder au réseau Ionity. Ça coûte un petit peu plus cher puisque on va payer cette recharge au prix forfaitaire de 9,21 € au lieu de 8 € si on avait payé directement via l'application mobile Ionity. La borne est en train de communiquer avec la voiture. Voilà, on a 34% de batterie et la recharge a commencé. On va essayer de voir côté voiture à quelle puissance on recharge. Mercedes promet une puissance maximale de 110 kW. Et là pour l'instant, je ne vois aucune indication sur la puissance de recharge sur le tableau de bord. Ah oui, voilà, ici. On voit que c'est en train de monter, 50 kW désormais. 60 kW. 70. 80 kW. Ça va vite. On est déjà à 90. Va-t-on franchir les 100 kW? Ça commence à ralentir. La puissance de recharge augmente, mais voilà, on a franchi les 100 kW, franchi et dépassé les 100 kW de puissance. Alors ils n'indiquent pas de temps de recharge, mais une heure de fin de recharge. Il est actuellement 16h05 et ils estiment arrivé à 100% à 16h46. On a rallumé la voiture pour avoir la climatisation parce qu'il fait déjà 31 degrés et c'est très pratique et la recharge fonctionne très bien avec la voiture allumée. On n'a plus d'indication par contre de la puissance de recharge. On a simplement la jauge ici de kilomètres qui augmente quasiment à vue d'œil. Et on est à 44% de batterie déjà, donc ça charge à plus de 100 kW sur les 110 kW promis, c'est une bonne chose. On vient d'arrêter la charge à 96% de batterie et comme on peut le voir sur l'application ChargeMap, on a récupéré 52,08 kWh en 39 minutes pour un prix de 10,05 €. Alors c'est un petit peu plus cher parce qu'on est toujours en Suisse en fait. Il y a des commissions par rapport au change francs-suisse euros. Donc voilà, 52 kWh en 39 minutes, c'est très bon, ça fait une très bonne vitesse moyenne de recharge. Donc on a continué à recharger assez vite, au-delà de 80%. Alors on n'était plus à 100 kW bien sûr, mais c'est passé vraiment très vite cette session de recharge et du coup on a désormais 431 km selon le tableau de bord pour rejoindre l'aéroport de Milan qui se trouve à 130 km. Nous arrivons sur le parking de l'aéroport de Milan-Malpensa. On va se garer pour faire un bilan de ce trajet de 373 km. On a fait un parcours de 373 km entre Zurich et Milan et la consommation moyenne elle est particulièrement basse et c'est étonnant, elle est de 19,8 kWh au 100. Il faut dire que le trajet en fait il était plutôt descendant, il y a un dénivelé négatif entre Zurich et Milan et qui est évidemment favorable à une consommation modérée comme celle-ci, malgré nos pointes sur l'autoroute et malgré les nombreux cols. On a franchi 3 cols à environ 2300 mètres d'altitude, des cols qu'il faut évidemment redescendre. L'autoroute ensuite jusqu'à Milan était en pente douce descendante, donc ça a favorisé cette consommation moyenne très basse et la vitesse moyenne était donc de 53 km/h. Bilan, alors le véhicule il est agréable à conduire globalement. Le problème c'est qu'en ville
il est vraiment imposant. Il faut faire attention à gauche à droite parce que quand on n'est pas habitué à conduire ce type de véhicule, eh bien, on a toujours l'impression qu'on va racler. Pareil sur les zones de travaux, au niveau des autoroutes, les voies sont souvent réduites. Eh bien, c'est assez compliqué pour arriver à rester bien droit dans la file et ne pas risquer de érafler la voiture. Sinon, voilà, le système de pilotage semi-automatique est performant malgré quelques petits bugs. Les accélérations, elles sont dignes d'un véhicule de 408 chevaux de moteur qui propulse. Alors, on voyait ici sur le diagramme l'indication au niveau du tableau de bord. Voilà, sur l'animation, on a le moteur avant qui fournit l'énergie la plupart du temps à basse vitesse et le moteur arrière n'intervient uniquement lors de fortes accélérations. Pareil pour la récupération d'énergie. Lorsqu'on ne roule pas très vite, eh bien c'est uniquement le moteur avant qui renvoie de l'énergie dans la batterie, et quand le freinage est fort, eh bien ce sont les deux moteurs qui freinent le véhicule et qui envoient de l'énergie dans la batterie. On a un membre de Mercedes qui vient de nous dire que le EQC peut tracter. Alors il n'a pas su nous dire exactement la capacité de tractage, par contre elle se situe entre 500 kg et 1 tonne, donc c'est vraiment pas mal. Après on imagine bien que l'autonomie risque de fondre rapidement. Voilà, on est arrivé avec 64% de batterie, il nous reste 277 km d'autonomie, mais c'est la fin de ce trajet entre Zurich et Milan, un Mercedes EQC. Merci beaucoup d'avoir suivi cet essai et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. À très bientôt sur Automobile Propre.